Dans la nuit du 8 novembre 2010, une jeune femme de 24 ans du nom de Jennifer Pan appelle la police en pleurs. 911, Drew. Help me, please! I need help! Ma'am, calm down. What's going on? Some people broke into our house. Des cambrioleurs seraient entrés chez eux, l'auraient attachée contre la rambarde d'escalier et auraient tiré sur ses parents. Après l'appel de Jennifer, la police est arrivée immédiatement chez les Pan et a bouclé tout le quartier afin d'empêcher les cambrioleurs de s'enfuir. À l'étage, les mains de Jennifer étaient attachées à la rampe d'escalier, mais la police les a détachées. Malheureusement, le corps de Bic, c'est-à-dire la mère de Jennifer, a été retrouvé baignant dans une mare de sang, tandis que son père Anne n'était plus dans la maison. À ce moment-là, la police a supposé que Anne avait probablement été pris en otage, et ils ont immédiatement entrepris des recherches. Ils l'ont finalement trouvé inconscient devant la maison de son voisin, sa blessure à l'épaule et à l'œil indiquait qu'il avait été touché par 2 balles. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital et placé dans un coma artificiel. Étant donné que Anne est gravement blessée et dans l'incapacité de parler, la police décide d'emmener Jennifer au poste pour recueillir sa déposition. Selon Jennifer, au moment des faits, elle était au téléphone avec une amie. Sa mère venait de rentrer de son cours de danse et son père était couché. Son frère Félix n'était pas à la maison. Jennifer prétend avoir entendu des voix étrangères dans la maison peu après 22 heures. Les intrus ont fouillé toute la maison et leur ont demandé de remettre tout l'argent qu'ils avaient. Jennifer déclare qu'elle leur a remis toutes ses économies, d'une valeur de 2000 $. Ensuite, ils l'ont attachée à la rambarde de l'escalier. Les cambrioleurs sont partis chercher le portefeuille de son père. Jennifer affirme qu'elle les a entendus descendre avec ses parents dans la cave, où ces derniers criaient et les suppliaient. Quelques instants plus tard, elle a entendu des coups de feu. Les cambrioleurs se sont ensuite précipités pour quitter la maison. Jennifer dit qu'à ce moment-là, elle avait son téléphone dans sa poche et a réussi à le sortir pour appeler la police. Cependant, cette déclaration ne semble pas correspondre aux constatations faites par la police sur les lieux du crime. Lorsque la police est arrivée au domicile des Pan, la première chose qui les a interpellés est l'absence d'effraction, les portes d'entrée et de derrière n'ont pas été forcées. Ils ont également remarqué que la maison avait été fouillée plus ou moins, mais curieusement, les cambrioleurs n'avaient pas pris grand-chose. Dans le garage de la maison, 2 voitures de luxe étaient stationnées, dont une Mercedes, et les clés se trouvaient simplement à l'entrée de la maison. De plus, il y avait de l'argent liquide, mais les cambrioleurs n'ont pas touché à ces objets. En poursuivant leurs fouilles, les policiers ont découvert le portefeuille de Anne contenant de l'argent liquide. Il y avait également du matériel vidéo de grande valeur dans la maison. De plus, le mode opératoire des cambrioleurs intrigue les enquêteurs, car ils ont recouvert la tête de Bic d'une serviette avant de la tuer de 3 balles à bout portant, dont une a traversé son crâne. Pour les policiers, il s'agissait d'une véritable exécution. Pourtant, Anne et Bic sont des personnes qui travaillent dur, sont honnêtes et gagnent très bien leur vie. Ils n'ont pas le profil de personnes susceptibles de subir des représailles. Cependant, pour les enquêteurs, une chose est certaine, quelqu'un voulait clairement s'en prendre à eux. La question se pose alors de savoir pourquoi quelqu'un voudrait les tuer. Lorsqu'on demande à Jennifer de décrire les cambrioleurs, elle se montre moins précise. En gros, elle a dit aux enquêteurs qu'il s'agissait d'hommes noirs, que l'un d'entre eux avait des dreadlocks et que les 2 autres étaient masqués et plutôt minces. Heureusement pour la police, l'un des voisins des Pan avait une caméra de surveillance orientée vers la porte d'entrée de leur maison. Sur la vidéo, la police a effectivement pu voir 3 hommes pénétrer dans la maison et en ressortir 19 minutes plus tard. Malheureusement, il faisait trop sombre pour pouvoir identifier leur identité sur la vidéo. Néanmoins, la vidéo a permis aux enquêteurs de connaître précisément l'heure à laquelle les cambrioleurs sont entrés et sortis de la maison, et elle a également corroboré une partie de la version des faits de Jennifer. Le 12 novembre 2010, soit 4 jours après les événements, l'hôpital a contacté la police pour les informer que Anne, le père de Jennifer, était sorti du coma. Il est miraculeux qu'il ait survécu, mais maintenant, la chose la plus importante pour les enquêteurs est que Anne soit conscient et en mesure de parler. Anne raconte qu'il a passé la soirée sur son ordinateur à l'étage, puis est allé se coucher et il s'est réveillé avec une arme pointée sur lui. La première chose qu'on lui a demandé, c'était où il gardait son argent. Ensuite,
Ils l'ont fait sortir de son lit et l'ont emmené au rez-de-chaussée. Ils l'ont frappé avec leur arme et l'ont fait asseoir sur le canapé avec sa femme. Pendant que sa femme suppliait les agresseurs de ne pas faire de mal à leur fille, il a vu l'un des agresseurs monter à l'étage avec Jennifer. Les deux autres agresseurs sont descendus avec Anne et sa femme dans la cave. Ils les ont fait mettre à genoux et leur ont mis une couverture sur la tête. Il a ensuite entendu un coup de feu, puis plus rien, il a perdu connaissance. Pendant qu'il était inconscient, les agresseurs le croyaient mort et sont partis, mais en réalité, il était vivant mais simplement inconscient. Quelques minutes plus tard, il a repris connaissance et a tenté de secouer sa femme inerte pour la réveiller, mais il a immédiatement compris qu'elle était morte. Malgré ses blessures graves et son saignement, Anne a réussi à remonter de la cave et à s'échapper par la porte d'entrée pour se réfugier chez son voisin. Pour les enquêteurs, la version de Anne et celle de Jennifer semblent être similaires, mais avec quelques détails différents. Selon Jennifer, les trois agresseurs étaient tous noirs, mais Anne prétend le contraire. Il déclare que deux d'entre eux étaient noirs et que le troisième était blanc. Anne va plus loin en ajoutant qu'il a entendu Jennifer parler avec cet homme dans la cuisine. Jennifer prétendait être attachée à la rambarde de l'escalier lorsque les agresseurs ont tiré sur ses parents, pourtant Anne se souvient l'avoir entendu parler à l'un des agresseurs, et elle n'était pas attachée. Apparemment, les deux se connaissaient. Anne dit qu'il s'est immédiatement rendu compte que quelque chose n'allait pas. Étant donné que dès le début de l'enquête, les enquêteurs ont relevé quelques incohérences dans les propos de Jennifer, la police se retrouve maintenant face à deux versions des faits. D'un côté, la version d'un homme qui vient de sortir du coma, qui peut avoir des souvenirs flous de ce qui s'est passé, et de l'autre, celle d'une jeune femme traumatisée par le meurtre de sa mère auquel elle a assisté. Afin de mieux comprendre cette situation, la police décide de mener une enquête approfondie sur la famille Pan et sur la relation que Anne et sa femme entretenaient avec leurs enfants. Les parents de Jennifer Pan, Big Pan et Anne Pan, sont des immigrants d'origine chinoise au Vietnam qui ont choisi de s'installer au Canada. Anne est née et a étudié au Vietnam avant de devenir réfugiée politique au Canada. Big a également immigré en tant que réfugié. Le couple s'est marié à Toronto et a résidé à Scarborough. Ils ont eu deux enfants, Jennifer, née en 1986, et Félix, né en 1989. Les Pan ont trouvé du travail chez Mania International, une entreprise de fabrication de pièces automobiles située à Aurora, en Ontario. Anne travaillait en tant que fabricant d'outils et de matrices, tandis que Big fabriquait des pièces automobiles. Grâce à leur économie, en 2004, ils ont pu acheter une maison spacieuse avec un garage pour deux voitures dans une rue résidentielle de Markham, une ville de la région du Grand Toronto avec une forte communauté asiatique. Big conduisait une Lexus ES2 et Anne conduisait une Mercedes-Benz classe C. Le couple avait réussi à épargner 203 200 $. Selon la police, la famille Pan était extrêmement unie. Anne et Big travaillaient dur pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Il a également été découvert que Jennifer avait des aspirations de devenir une patineuse professionnelle et qu'elle était très talentueuse dans ce domaine. Elle nourrissait le rêve de participer aux Jeux Olympiques, mais malheureusement, elle s'est déchiré un ligament du genou, mettant ainsi un terme à sa carrière de patineuse. Après avoir vu son rêve de devenir une patineuse professionnelle s'effondrer, Jennifer a décidé de changer de projet et de devenir pharmacienne. Elle poursuivait des études en pharmacie, travaillait dans une pharmacie située dans un centre commercial et était également bénévole à l'hôpital pour enfants de Markham, du moins, c'est ce qu'elle faisait croire à ses parents et à son entourage. Les parents de Jennifer ont commencé à avoir des soupçons lorsqu'ils ont remarqué qu'elle n'avait pas de blouson et ont demandé à voir ses bulletins de salaire. Cependant, elle trouvait toujours des excuses pour éviter que ses parents ne la conduisent à son travail. Les rares fois où cela arrivait, lorsque ses parents lui demandaient de leur présenter ses collègues de travail, elle répondait qu'elle n'avait pas le temps car elle était trop occupée, repoussant toujours cette demande à plus tard. C'est en ce moment-là que les parents de Jennifer ont réalisé qu'elle leur cachait quelque chose. Ils l'ont suppliée de leur dire la vérité, et elle a fini par leur avouer toute la vérité. Jennifer a révélé à ses parents qu'elle ne travaillait pas à l'hôpital et qu'elle n'était pas bénévole à l'hôpital pour enfants. Elle n'avait jamais fréquenté l'université pour étudier la pharmacie, car elle n'avait jamais obtenu son baccalauréat. Pour Anne et Big, c'était un choc, cela signifiait que leur fille leur avait menti pendant toutes ces années où ils la croyaient à l'université. Jennifer montrait à ses parents de faux bulletins scolaires.
Elle leur avait également fait croire qu'elle avait obtenu une bourse de 3000 $, alors qu'en réalité, pendant les années où ses parents la croyaient à l'université, elle travaillait dans une pizzeria. En rentrant chez elle le soir, elle faisait semblant d'être sortie de l'université. Pendant la journée, elle se rendait à la bibliothèque pour recopier des cours de sciences et prendre des notes afin de faire croire à ses parents qu'elle suivait des études à la faculté, et ses parents la croyaient. Lors de la cérémonie de remise des diplômes à l'université, ses parents tenaient absolument à y assister. Une fois de plus, Jennifer leur a menti en prétendant que les parents ne pouvaient pas y assister car il n'y avait pas suffisamment de place pour tout le monde. Elle leur a également montré un faux diplôme attestant de sa réussite à l'université. Pendant ses années de lycée, Jennifer est tombée amoureuse d'un garçon nommé Daniel Wong, qui était également élève dans son lycée. Elle était consciente que ses parents ne toléreraient jamais sa relation avec un garçon, donc ils se voyaient en secret. Jennifer trompait ses parents en prétendant étudier à l'université, qui était éloignée de leur domicile. Elle leur faisait également croire qu'elle passait la nuit chez une amie, alors qu'en réalité, elle était avec son petit ami, Wong, qui avait une mauvaise influence sur elle. Daniel était impliqué dans la vente de drogue et était connu des services de police pour ses activités illégales. La police soupçonnait que Daniel avait les moyens de tuer les parents de Jennifer, car ces derniers s'opposaient à leur relation. Selon Daniel, les parents de Jennifer étaient des parents très exigeants, qui avaient des attentes élevées à son égard et lui interdisaient de sortir. Il a déclaré à la police qu'il avait décidé de rompre avec Jennifer précisément en raison de cette situation, il ne voulait pas d'une relation secrète. Pour Daniel, sa liaison avec Jennifer était du passé. Depuis, il s'est remis avec quelqu'un d'autre et n'a pas parlé à Jennifer depuis longtemps. De plus, Daniel avait un solide alibi. Après enquête, la police a découvert qu'il était au travail le soir du meurtre. À ce stade de l'enquête, Jennifer n'était plus considérée comme une victime, mais plutôt comme le principal suspect de cette affaire. Les enquêteurs ont décidé de la réinterroger. Ils commençaient à penser qu'elle aurait pu organiser elle-même le meurtre de ses parents et le faire passer pour un cambriolage afin de s'en débarrasser. Les enquêteurs ont essayé de l'intimider en lui disant qu'ils savaient qu'elle leur avait menti et que la plupart des choses qu'elle leur avait racontées ne s'étaient jamais produites cette nuit-là. Ils lui ont demandé de dire toute la vérité. Après de longues heures passées avec elle dans la salle d'interrogatoire, elle a finalement craqué et a avoué à la police qu'elle était en réalité l'instigatrice de cette attaque. Elle avait payé des individus pour venir la tuer chez elle, mais l'attaque ne visait pas ses parents, Anne et Bick, mais plutôt elle-même, Jennifer. Elle a expliqué qu'elle voulait mettre fin à sa vie car elle se considérait comme un échec et décevait tout le monde. Elle a avoué ne pas avoir eu le courage de le faire elle-même, alors elle a engagé un tueur professionnel pour le faire à sa place, en échange de 10 000 $. Ce montant met la puce à l'oreille aux enquêteurs, puisque lors l'interrogatoire de Daniel Wong, l'ex-petit ami de Jennifer, quand on lui a demandé combien faut-il pour tuer quelqu'un, il a donné exactement la même somme. Jennifer ajoute qu'elle avait voulu annuler ses plans en septembre, soit 2 mois avant le drame, car sa relation avec ses parents s'améliorait, mais elle n'a pas pu le faire. Elle déclare que rien ne s'est passé comme prévu, car au lieu d'être elle-même la cible, les agresseurs se sont attaqués à ses parents. Afin de s'assurer que Jennifer dit la vérité et ne ment pas, la police décide d'examiner les relevés téléphoniques de Jennifer pour savoir avec qui elle était en contact les jours précédant le drame. Ils découvrent qu'elle a échangé des messages avec un certain Lanford Roy Crawford, qui connaissait bien Daniel Wong car il était lui aussi trafiquant de drogue. Malgré la prétendue rupture entre Daniel et Jennifer, les relevés téléphoniques suggèrent qu'ils étaient très proches. Les enquêteurs découvrent également un message dans lequel Jennifer demande à Daniel de lui trouver quelqu'un pour tuer ses parents, Anne et Bick, et il accepte. Bien que Daniel soit prétendument au travail le soir du drame, c'est en réalité lui qui a planifié le tout et mis Jennifer en contact avec les tueurs à gages. Des conversations entre Jennifer et 2 autres hommes, Eric Carty et David Milvaganam, sont également découvertes. Ces 2 individus correspondent parfaitement à la description donnée par Anne, et les SMS retrouvés dans le téléphone de Jennifer prouvent qu'elle a tout organisé. Le soir du drame, elle leur a laissé la porte ouverte, et leur a envoyé un message dans lequel elle dit qu'ils peuvent entrer dans la maison. Jennifer a été arrêtée le 22 novembre mais David Milvaganam, Eric Carty et Lanford Crawford n'ont été interpellés qu'en avril 2011. 3 ans après leur arrestation, le procès de Jennifer et ses complices s'ouvre le 19 mars 2014.
Daniel Wong et Lanford Crawford ont été inculpés de meurtre, de tentative de meurtre, et d'association de malfaiteurs. Ils ont organisé l'agression, mais ils n'étaient pas présents au moment des faits. Sur le lieu de travail de Crawford, il y a un système de détection d'empreintes qui montre qu'il travaillait au moment des faits, mais la loi au Canada dit qu'une personne reconnue complice d'un crime, c'est-à-dire qui a aidé ou encouragé quelqu'un à commettre un crime, est reconnue coupable au même titre que l'auteur des faits. Mais si Wong et Crawford n'étaient pas présents au moment des faits, qui est donc la troisième personne qui accompagnait David Milvaganam et Eric Carty? Malheureusement, la police n'a jamais pu trouver l'identité de ce dernier. Le procès a duré 10 mois. Lors du procès, la preuve de la police régionale de York comprenait un suivi exhaustif des mouvements des appareils mobiles et du trafic de messages textes, y compris plus de 100 messages envoyés entre Pan et Wong dans les 6 heures précédant le meurtre. D'autres éléments de preuve portaient sur la nature atypique du cambriolage, du vol qualifié, des fusillades et des irrégularités dans le témoignage de Jennifer. L'obsession de Jennifer pour Daniel, son manque de véritable émotion et de confession concernant l'attaque, et la reconnaissance du traumatisme qu'elle a subi ont également été détaillées. Les preuves de Anne, qui différaient grandement de la version de Pan, ont également miné sa crédibilité. L'essai comprenait plus de 200 pièces, plus de 50 témoins ont témoigné au procès. Pan, Wong, Milvaganam et Crawford ont tous été reconnus coupables le 13 décembre 2014 et ont chacun reçu une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. À l'origine, Carty a été jugé avec les autres auteurs. Edward Sapiano, l'avocat de Carty, est tombé malade, de sorte que vers l'été 2014, son cas a été déclaré comme un non-procès. En décembre 2015, Carty a reçu une peine de 18 ans après avoir plaidé coupable de complot en vue de commettre un meurtre, avec admissibilité à la libération conditionnelle après 9 ans. Selon Carty, il ne souhaitait pas soumettre Anne Pan à un autre procès criminel. Le père et le frère de Jennifer ont demandé une ordonnance du tribunal qui lui interdisait de contacter à nouveau les membres de sa famille survivante. Malgré les objections des avocats de la défense, le juge a déposé l'ordonnance. Il est également interdit à Jennifer Pan de contacter Daniel Wong à nouveau. En date de 2016, Pan est actuellement incarcéré à l'établissement Grand Valley pour femmes de Kitchener, en Ontario. Eric Carty, l'un des 3 agresseurs, a été retrouvé mort dans sa cellule le 26 avril 2018, soit 3 ans après sa condamnation. En mai 2023, la Cour d'appel de l'Ontario a accueilli l'appel interjeté par Jennifer et ses 3 co-conspirateurs sur l'accusation de meurtre au premier degré et a ordonné un nouveau procès. Elle a statué que le juge du procès avait incorrectement ordonné au jury de n'envisager que 2 scénarios justifiant une accusation de meurtre au premier degré, au lieu de leur permettre d'envisager des scénarios qui mèneraient à des accusations de meurtre au deuxième degré et d'homicide involontaire coupable. Le tribunal a également confirmé les condamnations pour tentative de meurtre à l'égard du père de Jennifer. Pour le moment, elle est toujours en prison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. On se dit au revoir pour une prochaine vidéo.